Comme tous les 15 jours, le podcast Le Buller vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 131e épisode, nous avions envie de vous présenter le premier tome d'une nouvelle série baptisée Les Mémoires du Dragon Dragon, série que l'on doit au scénario de Nicolas Juncker, au dessin de Simon Spruit et c'est édité chez Le Lombard. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur 6 titres coup de cœur dans une seconde partie. Cette semaine, nous faisons monter la température dans cet épisode avec des titres comme Bertille et Bertille, que l'on doit à Eric Stalner et aux éditions Grand Angle, à L'inconnu du bar, un album signé Jonathan Munoz et sorti chez Fluide Glacial, à L'ami colocataire, un titre que l'on doit au scénario de Pog, au dessin de Séverine Lefebvre, qu'édite les éditions Marabule, aux aventures de Super Cyprine, que l'on doit à Tess Kinski et aux éditions Massot, à Itinéraire d'une garce, dernier né de la collection Porn and Pop des éditions Glénat, que l'on doit au scénario de Céline Tran et au dessin de Grazia Lapadula, et nous terminerons par la réédition de l'intégrale des Confessions d'un canard sextoy, que l'on doit au scénario de Michael Roux, au dessin d'Arnaud Poitvin, et c'est aussi édité chez Fluide Glacial. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces 7 titres de grande qualité en une vingtaine de minutes, et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram lebuller.podcast ces prochains jours. À n'en pas douter, avec l'arrivée en librairie du premier tome des Mémoires du Dragon Dragon, nous tenons là une série qui pourrait bien devenir culte avec le temps, tant on s'est amusé à la lecture. Il faut dire que la couverture de ce premier tome, baptisé Valmy c'est fini, comme un clin d'œil à la chanson populaire d'Hervé Villard, donne le ton de ce que seront ses souvenirs du Dragon Dragon. En peignoir, verre de vin à la main, yeux fermés pour mieux se plonger dans son passé, il semble indifférent au spectacle qui se joue en arrière-plan, comme surgi de ses souvenirs où les corps décharnés se mélangent au regard hébété des hommes et des animaux. Il faut dire que cette série nous transporte en 1792, moment où la Révolution française n'est pas totalement achevée, la Première République s'installe à peine, le roi et la reine sont en prison, et la France combat contre la Prusse. Bref, si vous trouvez que la politique française en 2022 est tourmentée, que dire de cette période où chacun doit choisir son camp en se disant que ce choix lui coûtera peut-être non seulement sa place, mais aussi sa vie. C'est souvent dans ce genre de chaos que l'on voit émerger des figures opportunistes qui ont le mérite de savoir s'adapter à ces situations, bien souvent parce qu'elles arrivent à s'en détacher. L'album s'ouvre d'ailleurs sur une scène hallucinante qui aurait dû valoir à notre valeureux héros une mise à mort sur le champ, mais c'est presque avec les honneurs qu'il s'en sortira. Pierre-Marie Dragon, car c'est son vrai nom, est avec son régiment de dragons, dans la banlieue de Lille, à Marquin, mené par le général Dillon, qui refuse de battre en retraite face aux Prussiens. Pour éviter la boucherie et permettre aux hommes de se sauver, à commencer par lui, Dragon prend l'initiative de loger une balle en pleine tête du général avant de s'enfuir pour éviter d'être confondu. De retour le lendemain au campement, c'est dans le bureau du capitaine qu'il va devoir justifier son geste et sa désertion dans la foulée. C'est alors que l'on finit de découvrir l'une des autres armes de notre héros, que l'on avait déjà entreaperçu dans la pénombre de la nuit précédente avec son collègue de régiment Anselme, un insatiable appétit sexuel, que ce soit vis-à-vis de la jante masculine que féminine. Voilà l'autre trait de caractère de notre dragon dragon, c'est un véritable sexe ambulant, et s'il a des relations avec Anselme, le capitaine, dont on apprend qu'il n'a pas pu se rasseoir sur son cheval pendant 2 jours, est aussi passé entre les mains, si je puis dire, de notre moustachu lubrique. C'est ainsi que par son bagou, sa verve, et j'ai bien dit verve, mais aussi cet insatiable appétit pour la chose, notre dragon traverse cette période tourmentée sans véritablement s'inquiéter du contexte. En parlant de contexte, Nicolas Juncker, au scénario de cette série, s'amuse à reprendre le véritable contexte historique de cette époque, sur lequel il vient calquer les aventures de ce soldat couard, voleur et lubrique, pour reprendre les termes qui le définissent. C'est ainsi qu'il déplace ensuite l'action du côté de Valmy, où il reconstitue la célèbre bataille que remettra sur le devant Louis-Philippe d'Orléans, qui se retrouve ici en compagnie de notre dragon pour négocier une paix avec les Prussiens.
Favorable aux soldats français, cette bataille est ainsi expliquée de l'intérieur par des personnages hauts en couleur, à commencer par le dragon chargé de convoyer une pierre précieuse jusqu'au duc de Brunswick pour qu'il batte en retraite. La pierre est alors oubliée dans le célèbre moulin de Valmy, qui sera détruit pour que les Français ne soient pas repérés. Ce moulin servira aussi de lieu où notre sodomite dragon s'occupera des fesses d'un Louis-Philippe d'Orléans complètement ivre. Vous aurez compris que derrière l'ancrage historique réel des situations, les mémoires du dragon sont avant tout une farce dans laquelle on se plonge avec délice tant les personnages sont amusants ainsi que les situations. Ce premier tome, qui fait une 60aine de pages, tient toutes ses promesses et donne déjà envie d'avoir la suite entre les mains tant on s'est amusé de voir revivre la bataille de Valmy dans de telles conditions. Il faut dire aussi que ce titre est porté par le dessin de Simon Spruit, qui se prête parfaitement bien à cette aventure, avec son trait noir épais qui contourne les lieux et les personnages, et une sorte de légèreté dans le style. Il rend vivant l'action, les personnages sont très expressifs, et avec un design simple en apparence, il sait faire plonger le lecteur dans cette époque avec laquelle il semble beaucoup s'amuser. Bien que notre personnage aime s'adonner au plaisir charnel avec les hommes et les femmes qu'il rencontre, le titre ne tombe jamais dans la grivoiserie, la lubricité n'apparaissant finalement que sur le visage de notre dragon. Ce sont les éditions Le Lombard qui nous proposent cette série, que l'on vous recommande fortement, une série dont nous avons hâte maintenant d'avoir la suite entre les mains, tant nous avons été charmés par ce premier opus. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Alors que la trêve estivale se rapproche, on découvre encore de très bons albums comme le superbe Bertille et Bertille, notre premier coup de cœur de cette quinzaine, sorti en librairie le 29 juin dernier. Voilà un titre qui nous propulse dans l'entre-deux-guerres, à une époque où le maréchal Pétain est encore un homme respectable, un héros de guerre, pour y suivre une bien étrange histoire. Alors qu'il vient de mettre la main sur un voyou fortement recherché par la police, sur le chemin du retour, la voiture du commissaire Bertille et ses hommes est stoppée par une mystérieuse boule rouge qui vient de tomber du ciel pour s'abattre sur terre. Laissant s'échapper son prisonnier pour s'occuper de cette mystérieuse apparition, c'est à ce moment-là que Bertille rencontre Bertille, jeune demoiselle de la noblesse dont Bertille est le prénom et de Chavronne des Argonts son nom de famille. Si cette rencontre et une amitié naissante s'avèrent improbables, tant la demoiselle intrépide et insouciante est aux antipodes du caractère bourru du commissaire Bertille, les deux sont fascinés par cette boule rouge, ce qui les rapproche. Ce n'est d'ailleurs pas la même fascination qui les anime, le commissaire Bertille veut comprendre pour essayer de faire disparaître cette chose et reprendre ses enquêtes en cours, quand la jeune femme y voit là une apparition poétique comme une remise en question d'un monde trop linéaire. Mais les deux n'ont pas les mêmes préoccupations non plus, car le commissaire est fortement pressé par le préfet qui a un intérêt direct à voir Pavlovski arrêté, celui-là même qui s'est échappé au moment où la boule rouge est arrivée sur Terre. Déjà pressé par son supérieur qui promet de le remplacer si l'enquête n'aboutit pas sous 3 jours, comme tout le monde, le commissaire Bertille ne peut que constater l'évolution de la boule rouge qui grossit de manière exponentielle à tel point que la fin du monde pourrait être dans moins d'1 mois. Comment notre commissaire va-t-il réussir à mener de front ces deux affaires diamétralement opposées, peut-être en se rapprochant de sa nouvelle amie, la mystérieuse et amusante Bertille de Chavronne. Si le suspense est lancé dès les premières pages, cet album tient toutes ses promesses grâce à une galerie de personnages haute en couleur, en dépit du dessin en noir et blanc, à commencer par ses deux personnages principaux, Bertille et Bertille. Eric Stallner signe ici un album passionnant que l'on peut lire aussi comme une métaphore de l'époque présentée où un péril attend la population française et plus largement le monde avec la montée du fascisme et du nazisme. La seule couleur à émerger de ce noir et blanc est d'ailleurs le rouge pour mettre en avant cette boule rouge, mais aussi des éléments du vêtement de la jeune et jolie Bertille, personnage en décalage qui apporte de la fraîcheur à ce récit. Faisant 104 pages et édité chez Grand Angle, on a vraiment adoré se plonger dans cette histoire que vous pouvez déjà retrouver en librairie et qui porte comme sous-titre « L'étrange boule rouge ».
Mais qui est véritablement celle qui se cache derrière le pseudo de Dara, dessinatrice de bande dessinée qui vient s'installer tous les jours au bar? C'est à travers ces petites histoires qui font à chaque fois 3 planches que l'on va la découvrir, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est une personnalité originale. C'est justement dans un album qui s'intitule L'inconnu du bar, qui fait 56 pages, que l'on se plonge dans cette bande dessinée qui alterne entre une histoire d'amour naissante et les aventures complètement barrées de celle qui se fait appeler Dara. Voilà l'équilibre que trouve cet album qui nous fait passer de l'autre côté du comptoir où travaillent Joshua et Manon, complétés par Maxime, un client régulier. C'est en feuilletant les aventures de Dara, dont Joshua s'est épris, que les trois vont essayer de percer le mystère de cet inconnu qui aime s'asseoir en terrasse pour dessiner ses futures aventures. Le problème, c'est que l'univers de Dara est truffé de lapins tueurs, d'enfants abandonnés, de femmes battues ou encore de monstres que seuls les enfants peuvent voir. Que peut dire alors cette galerie de personnages sur le tempérament et les attentes de la mystérieuse Dara? C'est bien là le sujet qui anime nos 3 personnages au quotidien autour d'un petit verre. C'est ainsi que Joshua va tout de même tenter de séduire l'autrice, alors que dans le même temps, on devine que Manon a un petit faible pour son coéquipier derrière le bar. Ajoutez à cela le fait que Maxime révèle l'amour qu'il porte à Manon pour avoir là une histoire amusante et séduisante qui est vraiment plaisante à parcourir. Si certaines planches sont mises en couleur par Anne-Claire Thibault-Jouvray, cet album est l'œuvre de Jonathan Munoz, artiste qui a déjà signé chez Fluide Glacial, éditeur de ce titre, d'autres albums comme l'original Godman décliné en 2 parties. Selon qu'il nous plonge dans les planches de Dara ou dans les petits interludes qui se déroulent au bar, le style change pour passer d'un dessin gore et sanguignolant à un style plus épuré où la case disparaît pour faire place à la douceur du trait. Au final, L'inconnu du bar s'avère être un titre vraiment plaisant à parcourir, un album qui mélange les thématiques et qui livre comme message en substance « Montre-moi ce que tu dessines, je te dirai qui tu es ». Après avoir refermé cet album, Jonathan Munoz nous confirme qu'il a beaucoup de talent, tant on a pris plaisir à faire cette petite promenade dessinée en sa compagnie dans ce titre disponible depuis le 29 juin dernier en librairie. Changeons totalement d'univers avec ce 3e coup de cœur pour un album qui s'intitule L'ami colocataire, un titre qui aborde des thématiques bien contemporaines de façon douce et intelligente. Au centre du récit, on retrouve Anna, jeune adolescente mal dans sa peau que l'on découvre chez sa psy ou au supermarché en compagnie de son ami imaginaire, un proté anguillard qui a une apparence humaine. Ce n'est pas un hasard si c'est cette espèce qui est apparue dans sa vie. D'abord, c'est une espèce en voie d'extinction, et l'on verra que la thématique écologique est centrale. Enfin, un reportage parlait de cette espèce le jour où Anna a subi le traumatisme qui la rend aussi mélancolique au quotidien. En effet, si elle a tout pour elle, Anna est en réalité une demoiselle tourmentée. En premier lieu par la question écologique qui est une véritable préoccupation pour elle. Végétarienne, critique contre les produits de grande consommation et remettant en cause l'industrialisation de la nourriture, elle souffre de ce que l'on peut appeler l'éco-anxiété, crainte accentuée par le dérèglement climatique global. Pour se rassurer, elle se réfugie dans la solitude dans laquelle elle ne laisse que de la place pour Holm, son ami imaginaire qui la suit et l'oriente avec ses dictons et proverbes. Le nœud du problème chez Anna semble provenir de sa famille toxique comme on le comprend, qui cache un lourd secret que l'on découvre aux 3/4 de la lecture. Ainsi, quand l'adolescente rentre au sein de son foyer, celui-ci représente tout sauf un cocon rassurant, elle fait tout pour s'en éloigner et ne plus avoir de contact avec eux. C'est au scénariste Pog que nous devons cette histoire qui trouvera, à n'en pas douter, un certain écho chez les adolescents, mais qui est aussi très plaisante à lire pour les adultes. C'est qu'ici, l'auteur aborde des sujets sensibles et délicats, mais il le fait avec intelligence et assez de finesse pour que le récit soit parlant sans devenir plombant. C'est la dessinatrice Séverine Lefebvre qui donne vie à cette histoire avec un dessin qui colle parfaitement à ce récit, dynamique, coloré et faisant intervenir Holm, fruit de l'imagination de notre héroïne. Le dessin, flirtant parfois avec celui du manga, a un côté pop qui plaira bien au public adolescent et qui se laisse déguster avec plaisir, même par un lectorat exigeant.
C'est ainsi que l'on plonge avec plaisir dans cette histoire qui nous emmène tout de même sur des thématiques complexes sans jamais tomber dans les clichés. Édité chez Marabule, cette bande dessinée est disponible en librairie depuis le 29 juin dernier et vous l'aurez compris, c'est un titre qui a retenu notre attention à la lecture. C'est une super-héroïne bien surprenante, avec un pouvoir pour le moins original, que nous allons vous présenter à travers l'album Super Cyprine, dont ce premier tome, qui en appellera peut-être d'autres, s'intitule Une vengeance corrosive. Oui, vous avez bien compris, celle qui est au centre du récit a comme don particulier d'éjecter un liquide intime tellement corrosif qu'il en devient capable de brûler et corroder tout ce qu'il touche. Notre héroïne, que tout le monde appelle Sip, sans que l'on connaisse vraiment son prénom, est une adolescente studieuse et sérieuse qui découvre au moment de son initiation à la sexualité les mystérieuses vertus de sa cyprine. Après avoir brûlé les doigts d'un partenaire, la bouche d'un autre et le sexe d'un troisième, il faut se rendre à l'évidence, Sip a vraiment quelque chose de particulier qui va l'handicaper au moment de découvrir sa sexualité. Même quand elle tente de se donner du plaisir en solitaire, le résultat est le même, ses sous-vêtements se retrouvent détruits par le pouvoir corrosif de sa cyprine. À partir de là, quoi faire de cette particularité physique pour une Sip qui quitte le cocon familial et débarque à Paris pour devenir indépendante? C'est sa nouvelle vie qui va la mettre sur la voie. Elle va devenir une sorte de super-héroïne qui va venger les filles contre la violence des garçons au quotidien. Recueillie par une troupe d'artistes qui se produisent au cabaret chez Mademoiselle Joséphine, Sip devient une figure incontournable du lieu qui donne des coups de main aux artistes transformistes et qui sert au bar en compagnie de Jean. Un soir, elle est agressée par une bande de mecs, des journalistes du quotidien Le Figaro, dont le plus virulent l'insulte et injurie la salle avec des propos homophobes. Cheveux roses, loup sur le visage à la manière de Zorro, robe ouverte pour expulser plus facilement le liquide corrosif, elle décide de se venger et brûle le visage du leader de la bande. À partir de là, plus rien ne sera comme avant, Sip fait de sa particularité une force et se forge un caractère autour de son super pouvoir qui, on peut le dire, est vraiment original. Financé par une campagne Ulule, cet album que publient les éditions Massot porte en son sein un discours rafraîchissant et profondément féministe, en plus d'être radical. Elle fait changer la peur de camp, ici ce sont les hommes qui se méfient des femmes, à commencer par la douce Sip en apparence qui cache en elle un secret qui n'est pas simple à partager. Tess Kinski, à qui nous devons ce jouissif premier tome, met les pieds dans le plat en mettant au centre de l'histoire ce liquide qui relève de l'intimité et qui devient ici une arme qui s'affiche. Son dessin colle parfaitement à l'ambiance du titre, il est enlevé, le trait est généreux et le noir et blanc est relevé ici par le jaune ou le rose pour adoucir l'ensemble. Au final, nous avons un titre surprenant et passionnant, édité par une maison qui est en difficulté en ce moment et que l'on avait envie de mettre en lumière pour ce genre de choix éditoriaux audacieux. Si vous êtes à la recherche d'un titre qui sort de l'ordinaire, avec un message fort qui le porte, ce Super Cyprine est fait pour vous, un album que l'on a adoré découvrir de notre côté. Élise et son mari sont ce que l'on pourrait appeler un couple ordinaire, ils ont la cinquantaine, une grande fille qui a quitté le nid familial et une routine bien installée depuis quelques années déjà. C'est peu de dire que tout va changer dans la tête d'Élise le jour où elle va découvrir sur le portable de son mari que celui-ci a une liaison et qu'il retrouve quelqu'un 1 ou 2 vendredis par mois dans la suite marquise d'un grand hôtel parisien. Itinéraire d'une garce, album sorti dans la collection Porn and Pop des éditions Glénat, est le nouveau venu dans cette collection dirigée par Céline Tran, qui en signe ici le scénario. Vous aurez certainement compris, et si vous nous suivez encore plus, que la collection Porn and Pop est une collection à part qui se destine au lectorat adulte, puisque le sexe explicite est au centre de chacun des projets. Dans ce nouveau venu, il est donc question de réfléchir autour de l'infidélité dans le couple, car nous allons entrer dans la psyché d'Élise, dont on va percevoir le mal-être, le questionnement et les états d'âme à la suite de cette découverte qui bouleverse son quotidien. Si dans un premier temps, c'est la colère et la tristesse qui la rongent, cette infidélité va lui permettre de se découvrir elle-même après s'être demandé pourquoi son mari avait cette envie d'aller voir ailleurs.
C'est ainsi qu'elle va se reprendre en main, se réconcilier avec ce corps qu'elle ne regardait plus, voire même qu'elle ne regardait pas, se mettre à la boxe et découvrir les joies du plaisir solitaire accompagné d'un sextoy. Si le titre est à classer au rayon bande dessinée pornographique pour adultes, en réalité, les scènes de sexe ne sont pas nombreuses et l'album vaut autant pour la réflexion profonde et intelligente qu'il propose que pour ses scènes croustillantes. Nous y découvrons l'itinéraire d'une Madame Tout-le-Monde qui se trouve bousculée dans son quotidien et qui va aller chercher des réponses loin de son douillet nid familial. C'est l'artiste italienne Grazia Lapadula qui met en dessin cette histoire où émerge une certaine sensualité du corps, marquée par le temps et la grossesse, d'une Élise qui retrouve au fil des pages toute sa féminité. Nous découvrons en sa compagnie ce chemin vers le plaisir, entrecoupé des pensées de notre héroïne qui permettent de bien comprendre sa psychologie, et l'on prend à notre tour un vrai plaisir à s'immerger dans ce titre. Avec ce nouvel album, Céline Tran et les éditions Glénat nous montrent que l'on peut parler de sexe, le montrer de façon explicite, sans tomber dans la vulgarité et en proposant un travail de grande qualité. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Arrangé au rayon comique plus qu'au rayon érotique, Les Confessions d'un canard sextoy est aussi savoureux pour son côté amusant qu'émoustillant, et c'est donc un plaisir de le retrouver en librairie. Dans cette intégrale que réédite une seconde fois les éditions Fluide Glacial, avec un prix plus doux, ce sont les deux albums que l'on retrouve, deux titres sortis à l'origine chez Ankama en 2013 et 2014. Nous devons cette mini-série à Milly Chantilly, pseudo derrière lequel se cachent deux hommes, Michael Roux qui signe la partie scénario pendant qu'Arnaud Poitvin s'occupe de la partie dessin. Comme le titre le suggère, nous allons suivre les aventures et surtout les réflexions décalées d'un petit canard noir qui est en fait le sextoy qui accompagnera et saura satisfaire tous les désirs de sa propriétaire. Encore une fois, si cette intégrale est bien entendu portée par un discours sur le désir au féminin, les aventures de ce sextoy ont surtout pour effet d'amuser le lecteur et la lectrice, plus que de provoquer un émoi érotique. C'est que les situations dans lesquelles est plongé notre gallinacé en plastique sont aussi amusantes que coquines tout au long de la centaine de pages que compose cette intégrale. Le dispositif est assez simple, chaque histoire se déploie sur quelques cases et sur chaque page se retrouvent deux histoires. Entre les strips et le gag en pleine page, les situations présentées au lecteur se déroulent souvent dans la chambre à coucher ou dans le bain d'une propriétaire qui a un véritable amour pour son petit joujou. C'est que notre canard, avec son air innocent et blasé de devoir satisfaire les désirs de sa propriétaire, est en vérité un véritable tombeur, au point d'en devenir un concurrent sérieux au nouvel amoureux de la dame qui apparaît dans la seconde partie de l'intégrale. Dans la première partie, baptisée préliminaire, on apprend à le découvrir ainsi que son environnement. On en sait un peu plus sur ses états d'âme, sur sa condition pas toujours envieuse, c'est lui qui le dit, de n'être qu'un objet sexuel, et sur sa relation avec Élise, petite vache en plastique, qui elle est un véritable jouet. Dans la seconde partie, intitulée Libido, Sigmund, véritable nom de notre canard, se retrouve en concurrence avec un homme et l'on peut deviner que cette compétition ne tourne pas forcément à son désavantage. C'est que notre canard sextoy a toujours de la ressource, il suffit juste de changer ses piles pour le faire vibrer à nouveau et remplir sa mission, donner du plaisir à sa propriétaire. Pour accompagner ces histoires amusantes, le dessin d'Arnaud Poitvin colle parfaitement à l'ambiance. Il reste assez sage et n'a rien de vulgaire. Il met surtout en avant notre canard en plastique au sein de son environnement. Le tout donne un album léger, à l'humour plutôt facile, mais qui se montre pourtant efficace au fil des gags que l'on découvre ou redécouvre si l'on connaissait déjà la série. Les Confessions d'un canard sextoy est ressorti ce 22 juin dernier à l'occasion d'une opération intégrale chez Fluide Glacial, et si vous ne le connaissez pas encore, son prix relativement doux devrait finir de vous convaincre de découvrir ce titre. Ainsi se termine ce 131e épisode, consacré en grande partie au premier tome des Aventures du Dragon, album que l'on doit à Nicolas Juncker et Simon Spruit, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebuller.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images
tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes, d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 18 juillet prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 132e et dernier épisode de cette 3e saison de votre podcast Le Bulleur.